Et je vous propose donc d'examiner ce matin le rapport d'information sur la grippe aviaire et son impact sur les élevages qui est présenté par nos collègues Philippe Bolo et Charles Fournier. Depuis 2015, la France est confrontée à des vagues épizootiques imputables à des virus transmettant l'influenza aviaire à nos poules, canards, dindes et autres volailles d'élevage. D'abord assez circonscrits géographiquement, les foyers d'infection se sont multipliés depuis 2020, notamment dans le Grand Ouest, faisant craindre une maladie endémique et provoquant une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle, même si elle est restée curieusement peu médiatique. Pour illustrer la gravité de cette crise sanitaire, de cette crise environnementale, car l'avifaune sauvage est aussi touchée, et de cette crise économique, je ne citerai que quelques chiffres figurant dans le rapport de nos deux rapporteurs. 22 millions de volailles abattues, dont 7 millions préventivement, un coût économique estimé à 1,1 milliard d'euros, la France étant le deuxième producteur de volailles de chair dans l'Union européenne en 2021. Et elle n'occupe que la 4e place en 2022. Il y a aussi des conséquences non chiffrables, notamment le traumatisme des éleveurs ayant dû parfois contribuer à la mise à mort de leurs volailles et dont l'avenir est plein d'incertitudes. Sur la proposition du groupe écologiste NUPS, le bureau de la Commission a donc décidé à l'automne dernier de mettre en place la présente mission d'information. Philippe Bolo et Charles Fournier ont accompli un important effort d'analyse qui donne lieu à 40 propositions. Ils ont aussi réalisé un gros travail d'écoute des différentes personnes affectées par cette crise, les agriculteurs, les acteurs des diverses filières liées à ces productions, les services vétérinaires, les membres de l'administration ayant eu à gérer la crise. C'est aussi cela le mandat des parlementaires. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va évidemment présenter notre rapport à deux voix. D'abord, pour ne pas oublier de le faire en fin de présentation, remercier nos deux administratrices et les stagiaires qui nous ont accompagnés et qui ont fait un travail tout aussi conséquent. Et sans leur appui, évidemment, nous n'aurions pas pu, pendant ces 6 mois, produire un tel rapport. Et puis, saluer le travail avec mon collègue Philippe Bolo. Nous avons apporté des regards croisés, mais nous avons très bien travaillé ensemble, prenant la mesure du sujet au fur et à mesure de nos auditions. Peut-être le préciser, nous avons fait plus de 30 auditions, ce qui veut dire 150 personnes auditionnées, 4 visites de terrain et d'autres sont encore programmées que nous avons dû déplacer en raison de l'actualité de l'Assemblée nationale, tant nous étions sollicités d'audition en audition. Nous avions de nouvelles demandes pour entendre d'autres avis parce que ça ouvrait sur d'autres sujets que nous n'avions pas forcément imaginé au début. Le président l'a rappelé, une épizootie qui a pris une dimension particulièrement importante depuis 2021, c'est la saison l'épisode 2021-2022, mais ce n'est pas un sujet nouveau. Depuis 1996, nous connaissons des vagues d'épizootie, alors de grippe aviaire qu'il ne faudrait plus appeler grippe aviaire puisque nous ne sommes plus sur une épizootie saisonnière. Il y a une extension sur l'ensemble de l'année et c'est sans doute un des caractères inquiétants de ce que nous avons pu constater au travers de ce travail. Nous aboutissons effectivement à 40 préconisations. Elles ne sont pas toutes de même nature. Elles parlent du court terme comme elles parlent du long terme et c'est ainsi d'ailleurs qu'on essaiera de présenter ce rapport. 40 préconisations qui se sont construites au fur et à mesure. Mais pour nous, le travail, évidemment, ne s'arrêtera pas là. Il y a d'autres étapes à envisager. Alors, pour redire ce qu'est l'influenza aviaire, on parle souvent, vous entendez souvent H5N1, je vous ferai grâce de rentrer dans le détail des H et des N, parce qu'il y en a beaucoup, il y a des recombinaisons régulières, il y a des évolutions, c'est un virus qui évolue très vite, et en tout cas celui auquel nous avons affaire aujourd'hui est hautement pathogène. C'est pour ça qu'on parle d'influenza aviaire hautement pathogène, c'est-à-dire que sa transmission est très importante. La durée de vie du virus est aussi très importante puisque dans une température de 20 degrés, il peut rester pendant 7 jours dans les fientes des animaux concernés, 35 jours dans une température de 4 degrés et plus de 105 jours dans l'eau. Pour dire que ce virus, effectivement, sa capacité de propagation est extrêmement forte. Elle touche les animaux d'élevage, mais elle touche aussi, et c'est un des éléments du caractère endémique qu'elle a pris aujourd'hui, elle touche aussi l'avifaune,
tant les migrateurs que l'avifaune sédentaire. Et donc, ce virus s'installe dans notre pays, qui est un des plus touchés, le plus touché d'ailleurs d'Europe, très concerné à la fois parce qu'il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de diversité aussi dans ces élevages, et ce sont notamment les canards, les dindes, les poules, avec des réactions différentes en fonction des animaux. Les canards, en fait, ça se développe un peu à bas bruit, avec une capacité d'excrétion très importante pour les canards, et donc une des espèces qui propage très facilement le virus. Les dindes, de manière un peu différente, sont atteintes très vite et meurent très vite. Elles sont un peu sentinelles, mais par contre, comme elles meurent très vite, la propagation ne se fait pas de la même manière, alors que pour le canard, c'est à bas bruit et il y a un risque de diffusion extrêmement fort. Et puis les poulets qui ont une réaction moins importante, les poules, mais qui peuvent être concernées aussi, évidemment. Donc, c'est pas seulement un sujet de santé animale, c'est aussi possiblement un sujet de santé humaine, puisque les risques de zoonose, donc de transmission vers l'homme, sont réels. Il y a des cas qui ont pu exister par le passé, et il y a une attention particulière à porter sur cette question. Il y a des transmissions aussi vers d'autres mammifères qui sont d'ores et déjà concernés. Je pense au renard. On pourrait parler aussi du chat, qui a été, il n'y a pas longtemps, un cas dans les Deux-Sèvres d'un chat qui a été atteint d'une influenza aviaire, ce qui laisse évidemment, ouvre la porte à des réagencements du virus, avec notamment la grippe humaine. Donc on est quand même devant un sujet qui n'est pas simplement un sujet lié à un enjeu lié aux animaux, mais qui nous concerne aussi très directement. Alors on a depuis 2008 une accélération importante, ça a été dit, beaucoup plus de foyers, plus nombreux. 82 foyers en 2016-2017, on est passé à 1378 foyers en 2021-2022. C'est plus fort. On a eu 245 millions de volailles qui ont été mises à mort dans les élevages atteints ou préventivement en Europe et aux États-Unis, et ça a été rappelé, 22 millions en France, dont 30% de manière préventive. Mais c'est aussi une épizootie qui dure plus longtemps. Les derniers épisodes ne se déroulent plus seulement en hiver, mais au printemps. Il n'est donc plus tellement approprié de parler de grippe. Le modèle français est particulièrement concerné. C'est le deuxième producteur européen de volailles, de chair, et le premier producteur européen d'œufs. C'est un des pays champions de la sélection et de la reproduction, donc il joue un rôle assez déterminant dans les relations internationales et dans les logiques d'import-export. La diversité des espèces fait qu'on est largement concerné, et un des pays les plus atteints, je l'ai dit, en Europe. Des causes scientifiques, les particularités physiopathologiques des virus qui entraîne une endémisation du risque du fait d'une implantation virale au sein de l'avifaune locale. Ça, c'est un élément très important. On a eu, par exemple, les fous de bassan dans la Somme ou le vautour dans les Cévennes qui ont été atteints de manière massive, avec là aussi des inquiétudes quant à l'avenir de ces espèces. Des pistes aussi, des raisons systémiques, l'industrialisation croissante des conditions de l'élevage aviaire qui est susceptible de favoriser la survenue et l'emballement des épizooties. 3 conditions dans l'organisation de ces élevages, à la fois beaucoup de confinement, c'est-à-dire de l'élevage en bâtiment industriel, de la spécialisation, on découpe les différentes étapes de l'activité agricole, et puis de la standardisation. Et tout ça, ce sont des facteurs de propagation. Une concentration des activités dans certaines régions, c'était le sud-ouest qui a d'abord été concerné. Dans l'Ouest, on regardait ça avec un peu de hauteur, voire de condescendance, en disant c'est le modèle d'élevage dans le Sud-Ouest qui en est la cause. Et puis l'Ouest a été largement, alors ce que je dis là, c'est des paroles d'éleveurs qu'on a pu entendre. L'Ouest est aujourd'hui un peu le cœur névralgique, et ça pose des difficultés partout en France, puisque comme la reproduction se fait essentiellement dans l'Ouest, ça impacte l'ensemble des élevages partout en France. C'est-à-dire plus de canetons disponibles, plus de poussins, parce que ces régions sont particulièrement atteintes, donc les conséquences sont très larges. Mais c'est aussi des causes liées au réchauffement climatique, l'évolution des couloirs migratoires qui tend à étendre la diffusion du virus un peu partout avec l'évolution de ces couloirs. Voilà pour planter un peu le décor, et je laisse la parole à Philippe pour dire les politiques qui sont en œuvre et qui n'ont pas empêché la propagation très forte de ce virus. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Monsieur Bollot, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bien, écoutez, oui, je vais prendre le relais de mon collègue Charles Fournier, que je remercie à mon tour pour la qualité du travail que nous avons réalisé en commun, pour vous présenter, après que le décor ait été planté,
pour vous dire quelques mots sur les politiques de gestion de crise, les politiques sanitaires. Vous montrez qu'elles ont été totalement débordées. Vous parlez des impacts, donc il y a eu des nombreux impacts qu'a eu cette crise sanitaire, et notamment ces derniers épisodes. Donc la politique sanitaire, elle découle d'un cadre national qui lui-même fait écho à des exigences européennes, des exigences en matière de santé animale qui sont l'un des piliers du marché intérieur. Et nous commencerons par une première remarque à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a une nécessaire harmonisation au niveau du marché européen sur ce sujet de la santé animale, avec des règles qui sont similaires, quels que soient les pays, mais malgré tout des modèles différents, et on sait les spécificités du modèle français. Et de là découle un certain nombre d'inadaptations sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. Donc notre dispositif de sécurité sanitaire nationale suit cette logique européenne et s'inscrit également dans une autre logique qui est celle d'évaluation du risque. Tout était décrit dans l'arrêté du 16 mars 2016. Et l'évaluation du risque, elle repose sur l'évaluation de l'infection de l'avifaune par l'influenza aviaire hautement pathogène. Cette évaluation, elle est réalisée par deux manières de procéder complémentaires. La première, c'est l'Office français de la biodiversité, dont c'est une des missions. Grâce au réseau Agir, ils ont la possibilité de suivre les mortalités de l'avifaune sauvage, qu'elle soit migratrice ou résidentielle. Et puis, l'autre moyen d'évaluer l'infection, c'est l'obligation qui est faite aux propriétaires de faire des déclarations en cas de maladie de leurs oiseaux. De là, suite à l'évaluation de là, apparaît la qualification d'un niveau de risque. Nous avons 3 niveaux de risque qui peuvent être négligeables, modérés ou élevés. Et à partir de ces différents niveaux, c'est là que sont mis en place les mesures de biosécurité avec des différences par zone. Et les zones qui ont été définies par la réglementation sont des zones à risque particulier. Alors, les zones à risque particulier, on va dire que c'est les zones qui définissent par rapport au milieu naturel la vulnérabilité et la possibilité que le virus apparaisse. Ensuite, nous avons des zones à risque de diffusion. Là, ce n'est pas le milieu naturel qui décide ou ça ne traduit pas les risques liés au milieu naturel, mais plus exactement à l'organisation de la filière et à la densité des bâtiments. Et puis après, vous avez tout le reste du territoire. Il faut bien comprendre qu'il y a deux approches dans cette logique de gestion du risque. Il faut bien distinguer d'un côté ce qui relève des mesures de biosécurité et de l'autre côté de ce qui relève de la gestion en cas d'apparition de foyers d'influenza aviaire. S'agissant des règles de biosécurité, tout est détaillé, vous en retrouverez le détail dans le rapport, tout est détaillé dans un arrêté de 29 septembre 2021 qui a actualisé un certain nombre de règles plus anciennes. Et donc on est vraiment sur le sujet de la prévention avec la biosécurité. Donc il s'agit de mettre en place des vides sanitaires, de limiter les contacts avec la faune sauvage, de mettre en place des règles d'autocontrôle, et puis surtout, et nous y reviendrons à plusieurs reprises dans la suite de nos propos, les fameuses règles de mise à l'abri, autrement appelées claustration, qui peuvent varier selon les territoires, les espèces, les âges, les niveaux de production et évidemment l'intensité du risque. L'ensemble des dispositions de biosécurité étant rappelées dans notre rapport. Ça, c'est la prévention, la biosécurité. Et puis, malgré tout, il arrive que des foyers apparaissent dans certains élevages. Et là, on est sur la gestion de crise. Quelles sont ces règles en matière d'apparition de foyers ? C'est la mise en place de zones réglementées, qu'il ne faut pas confondre avec les zones que je vous ai présentées précédemment. Alors, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a le foyer, puis après, il y a un zonage qui est fait avec des distances d'éloignement à ce foyer-là, avec des zones de protection, des zones de surveillance et des zones réglementaires, des zones de réglementation complémentaires. Il s'agit, si vous voulez, la logique, c'est de réguler, de restreindre les mouvements pour éviter que le virus présent au niveau d'un élevage n'aille contaminer ses voisins. Et là aussi, nous avons quelque chose d'important sur la gestion de crise. Ce sont les mesures d'abattage sur lesquelles nous reviendrons également. Alors malgré, vous l'avez vu, ces dispositifs rigoureux, en matière de politique sanitaire, malgré tout cela, le dernier épisode, notamment celui de 2021-2022, le dispositif sanitaire a été totalement débordé. L'intensité et la fulgurance de l'épisode aussi a fait que plus rien ne pouvait être maîtrisé. Un certain nombre de rencontres nous ont permis de mesurer cette chose-là. Nous avons reçu des témoignages d'équipes de services administratifs qui étaient complètement débordés. On tient d'ailleurs à ce stade-là à signaler qu'ils ont toujours fait preuve d'une implication très forte, ils sont d'une mobilisation très importante, mais malgré tout, tout ce système-là a été débordé. Et
engendrant les conséquences dont je vous parlais un peu plus tard. La flambée épizootique de 2021-2022, c'est une brusque augmentation du nombre des élevages contaminés. Partant de là, une brusque accélération des animaux touchés et donc des volailles mortes. Et de là est arrivé un autre sujet qui est vraiment très important et dont il faut savoir tenir compte pour l'avenir en souhaitant évidemment que jamais aucune autre crise de cette nature-là ne survienne. Mais tenons compte de ce que nous avons rencontré, c'est les capacités d'équarrissage qui ont été totalement débordées. Alors la critique doit-elle s'adresser à ce qu'on avait en place ? Non. Ce qu'on avait en place était équilibré par rapport à une mortalité habituelle et un bruit de fond. Là, on est dans une autre dimension. Et je vais vous prendre l'exemple de la Vendée pour vous l'illustrer. Ce sont 20 000 tonnes de volailles mortes qu'il faut savoir gérer. Et la capacité d'équarrissage, d'après les chiffres que nous avons obtenus, n'a pu gérer que 35% de ce volume d'animaux décédés. Et 21%, alors il y a eu d'autres techniques qui ont été mises en place, et je voudrais revenir sur une plus particulièrement, 21% des animaux morts ont été gérés par enfouissement sur les exploitations. Et ça, c'est particulièrement problématique, c'est une double peine pour les éleveurs qui voient leurs animaux morts, pour leurs éleveurs et leurs familles qui voient les animaux morts, et en plus, dont on a obligé à enterrer les cadavres sur leur exploitation, faisant en sorte que jamais de leur mémoire cet épisode ne sera effacé. Plus des risques sur la biosécurité, puisque ce genre de pratique faisait que le virus pouvait s'échapper, et en totale contradiction avec les mesures mises en place que je viens de vous détailler. Et puis, autre élément important, c'est ces moments où il a fallu abattre des animaux pour limiter la propagation de la maladie. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sans le moindre respect des règles de bien-être animal. Je pense que nous y reviendrons peut-être au travers de vos questions ou dans nos propos. Alors, d'autres éléments d'enseignement sur la politique sanitaire, eh bien, je vous ai parlé des mesures de biosécurité. Nous avons aussi souligné et révélé au travers des auditions que les protocoles de biosécurité sont parfaitement inadaptés aux élevages de plein air, faisant apparaître une défiance de la mise à l'abri, parce que c'est tout simplement en contradiction avec le mode d'élevage voulu par les éleveurs qui travaillent de cette façon-là, et la mise à l'abri pour eux est une perte de sens. Et puis ça a aussi des véritables conséquences économiques par rapport à leur modèle de production, ces conséquences étant un coût d'alimentation supérieur, un coût pour la claustration, la mise à l'abri, un travail supplémentaire, et puis une surmortalité qui leur fait perdre des animaux. Et cette défiance et ce refus a été entendu sur le terrain. Et il ne faut pas oublier que c'est après aussi une conséquence pour les consommateurs, parce que nous avons aujourd'hui un certain nombre de produits, œufs, viande de volaille, que nous achetons avec des labels, une allégation commerciale qui nous dit que nous sommes sur des produits de plein air, ce qui n'est plus le cas. Voilà. Et puis également, sur la biosécurité, nous avons aussi des dispositions d'autocontrôle qui ne sont pas adaptées non plus à nos élevages de plein air, en matière notamment parce qu'il s'agit de lots qui ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire que les règles de contrôle de la présence ou non du virus préalablement à la mise en commercialisation, au déplacement des animaux, mais sont les mêmes que vous ayez à déplacer 1000 ou 10 volailles. Et donc vous imaginez bien que le coût n'est pas le même après lorsque vous en avez 10 par rapport à un élevage plus important. Pour terminer sur cette partie constat, les conséquences de la crise, quelques chiffres, mais surtout, avant de vous les donner, un focus sur les conséquences pour les éleveurs, qui sont très importantes. C'est très facile à comprendre, je viens de vous le dire, des éleveurs dont les animaux ont été mis à mort, donc ça c'est vraiment une vraie violence, une première violence très difficile à vivre pour eux. Ensuite, de là découle une perte économique et un arrêt de leur activité, mais pour autant des charges économiques qui continuent à progresser, et donc des vraies difficultés en matière de trésorerie. Il y a aussi avec cette maladie, et pour les éleveurs, une pression psychologique par rapport au voisinage, parce que le premier qui est atteint apparaît possiblement comme celui qui a introduit la maladie sur le territoire, donc ça ce n'est pas facile à vivre non plus. Et puis la récurrence des vagues d'IAHP fait qu'il y a une sorte de déboussolement, de perte de perspective et de démotivation des éleveurs. Je vous donnerai quelques mots que nous avons entendus lors de ces rencontres qui traduisent ce désespoir des éleveurs, quel que soit leur mode de production ou les espèces qu'ils élèvent. Ils nous ont parlé de choc, de dégoût, de découragement, de stress et de souffrance. Sur les conséquences, eh bien, on imagine très facilement qu'elles sont économiques. Monsieur le Président, en introduction, vous a donné quelques chiffres. 22 millions de volailles mortes, dont 30% à titre préventif. D'autres chiffres qui permettent de mesurer
l'ampleur de la crise. 5000 élevages touchés, 13% de perte de production sur les volailles de chair, 9% de perte de production sur les œufs. Et au-delà des éleveurs, au-delà de l'activité économique, des conséquences pour toute la filière, avec les salariés des entreprises, des conséquences pour évidemment le tissu agroalimentaire, pour les abattoirs, pour les activités de service qui sont connectées aux éleveurs de volailles, les ramasseurs de volailles, les entreprises d'alimentation, les entreprises d'équipement, les transporteurs. Pour terminer, 2 chiffres, des mesures ont été mises en place, des indemnisations, des mesures socio-économiques, avec des points positifs et des points d'amélioration. Parmi les points positifs, c'est le milliard d'euros qui a été mis en place par les services de l'État en termes d'indemnisation. Mais ça vous montre d'ailleurs, ça donne une évaluation du montant des dégâts, mais des améliorations qui restent à mettre en place, avec des délais de paiement qui sont à revoir et des conséquences qui ne sont pas prises en compte sur les zones indemnes, parce que nous avons effectivement des territoires nationaux sur lesquels il n'y a pas la grippe aviaire, mais qui ne peuvent pas, par exemple, s'alimenter en canetons et en poussins, parce qu'eux-mêmes sont produits sur des zones concernées qui ne sont plus capables de les approvisionner en petits animaux. Voilà pour la première partie. Nous allons maintenant rentrer dans une deuxième partie qui est celle de nos préconisations. Je vais commencer par les préconisations de court terme et je laisserai la parole pour terminer à mon collègue Charles Fournier qui ira sur les préconisations de long terme. Alors, excusez-moi, sur les préconisations de court terme, nous en avons 29. Donc il ne va pas être question pour moi de toutes vous les présenter, mais de vous en mettre en évidence certaines par rapport aux grandes catégories que nous avons définies. Alors, première catégorie, premier niveau de regroupement de nos préconisations, la surveillance, la détection et la prévention. Eh bien, il y a là quelque chose de fort à mettre en place, qui est la maîtrise des données. Nous sommes aujourd'hui, en matière de gestion de crise, face à un système où les données des canards ne sont pas au même endroit que celles des poules, et puis il y a aussi des élevages qui échappent à ces systèmes d'information, et quand vous mettez à la place d'un service d'État, il est quand même utile de savoir où sont les animaux, à quel endroit, en quel effectif, pour pouvoir mettre en place les bonnes politiques. Donc là, nous avons mis une première préconisation, c'est la numéro 3, pour avoir un fichier unique permettant de gérer les informations en matière de gestion de crise, surtout pour aider la gestion de crise. Toujours dans ce même ensemble qui est celui de la surveillance, de la détection et du contrôle, quelque chose aussi qui est très important, c'est de bien se rendre compte qu'il faut continuer à mettre en place les moyens pour l'Office français de la biodiversité pour pouvoir suivre les signaux faibles au niveau de la faune sauvage. C'est eux qui ont la responsabilité de ce travail, et la dernière crise a multiplié le nombre de leurs interventions. 30 fois plus d'animaux et d'oiseaux collectés sur le terrain, avec des dépenses supplémentaires en laboratoire pour faire les analyses de présence ou non de l'IAHP. Donc là, il y a une préconisation, c'est la numéro 5, qui vise à garantir les moyens de l'OFB, qui dit aussi que ça serait bien d'associer l'OFB à la LPO et à son réseau qui a une implantation, un maillage sur le territoire national qui ne serait pas inutile à valoriser. Deuxième grande catégorie, adapter des protocoles de biosécurité. Je vous l'ai signalé tout à l'heure, il faut revoir un certain nombre de choses concernant les élevages plein air et indépendants. Ceux qui sont sur des logiques de transformation à la ferme et en vente directe, en parfaite cohérence avec ce que nous avions voté dans le cadre d'Egalim. Donc il ne s'agit pas d'un côté de voter Egalim, de l'autre côté de ne pas permettre à ces élevages de pouvoir continuer à vivre. Et puis il ne s'agit pas que cette crise aviaire profite à certains élevages, qu'il y ait des effets collatéraux et que certains viennent à disparaître. Donc un assouplissement des mises à l'abri, c'est la recommandation numéro 11 que je vous laisse découvrir. Et puis surtout un besoin de recherche supplémentaire. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un débat, tout n'est pas stabilisé sur le fait de savoir est-ce que le plein air est favorable ou pas à la diffusion du virus. Et bien là, il y a vraiment besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, c'est cohérent avec ce que dit l'ANSES, un besoin de recherche pour objectiver le rôle des élevages de plein air en matière ou non de diffusion des virus. Donc c'est la proposition numéro 13. Nous avons un autre ensemble qui est celui de l'accompagnement des éleveurs, avec 3 préconisations en lien avec l'accélération et la pérennisation des indemnisations. La mesure 17 qui vise à mensualiser les versements. La mesure 18 qui vise à maintenir le niveau des aides actuelles. Et la mesure 19 qui est le soutien aux éleveurs en zone indemne. J'en ai un peu parlé juste avant. Un autre grand ensemble est celui du dépeuplement, de l'équarrissage et du bien-être animal. Nous avons mis en évidence une préconisation qui vise à repenser les protocoles de mise à mort des animaux, d'éviter que cette étape terrible des crises aviaires soit réalisée par les éleveurs eux-mêmes, avec des recommandations très claires qui nous avaient été faites par des associations de bien-être animal. Voilà. Et puis, pour terminer, parce que sinon, vous allez me dire, il n'a pas parlé de la vaccination,
Ça, c'est du court terme. Donc, pour être tout à fait complet, un ensemble de préconisations en lien avec la vaccination. Alors, elles ne peuvent pas être comme ça livrées, ces préconisations sur la vaccination, sans un certain nombre de remarques préalables. C'est que la vaccination est une attente forte des filières. Il y a une vraie évolution. C'est-à-dire que nous aurions réalisé la mission il y a 2 ans, on n'aurait pas eu le même écho par rapport à la vaccination qu'aujourd'hui. C'est une vaccination qui est qualifiée comme une solution, mais qui n'est pas la solution miracle, mais un outil complémentaire et qui ne devra pas négliger les règles de biosécurité. Et puis, c'est une vaccination qui n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a plusieurs vaccins selon les animaux, les espèces, etc. Nous avons également, avec la vaccination, une dimension exportation. N'oublions pas que certains pays auraient tendance à vouloir fermer les frontières suite à la vaccination, parce que nous ne serions plus en capacité de démontrer qu'un animal positif, qui a la sérologie positive, aurait été atteint par la maladie ou aurait développé des anticorps suite à une vaccination. C'est quelque chose d'assez important. La vaccination a aussi un coût. Quand on parle de coût de vaccination, il ne faut pas imaginer que c'est seulement le vaccin qui coûte cher, ce qui coûte que 25% du coût total de ce qu'il faudrait mettre en place. Et ces chiffres que je vous donne là sont à regarder avec... c'est vraiment des grandes masses. Il faut être très vigilant par rapport à ces chiffres-là qui restent à affiner. Vous avez dans le rapport un certain nombre de choses. Donc 25% pour le coût du vaccin et le reste, c'est l'acte de vaccination et surtout 50% du coût pour le monitoring. 5 préconisations et j'arrête là. La 25, 26, 27, 28, 29. La 25, c'est mise en place d'une stratégie rapide pour les palmipèdes et les reproducteurs. La 26, c'est ne pas oublier la diplomatie sanitaire. Vous avez compris pourquoi. La 27, c'est s'assurer que le coût ne pèse pas uniquement sur les éleveurs, mais qu'on sache mobiliser l'État et les filières. La 28, c'est déployer les moyens nécessaires à la vaccination, parce que ce n'est pas le tout de dire on l'a fait et de dire laquelle. Et puis enfin, garantir l'accès au vaccin pour les éleveurs, qui ont besoin d'un faible nombre de doses. Merci beaucoup, Monsieur Bolo. Et donc, pour continuer, Monsieur Fournier. Merci de nous laisser un peu sur les solutions moyen terme. Voilà, c'est ça. Alors là, effectivement, là, mais Philippe a un peu mis aussi quelques sujets du temps long dans la présentation des préconisations. Mais pour nous, il était important de ne pas rester coincé dans la situation d'urgence et dans des réponses à l'urgence. Il va falloir apprendre à vivre aussi avec le virus. On a entendu ça déjà quand nous avons connu le Covid. Et notamment, il nous semble important d'avoir une approche plus globale et systémique du type One Health, une seule santé globale, en prenant en considération à la fois la santé animale, la santé humaine et la santé de nos habitats écologiques, la santé écologique de notre planète. C'est le regard porté sur ces 3 dimensions qui peut nous permettre d'apporter des réponses efficaces. Je donnerai juste un exemple. Se pose la question de la vaccination des éleveurs. Puisqu'il y a des risques alors c'est pas recombinaison, j'ai oublié le terme, réassemblage de virus entre la grippe humaine et la grippe aviaire, grippe entre guillemets. Eh bien, il faut aussi avoir un regard complet, notamment avoir par exemple des médecins sentinelles qui soient en mesure d'identifier, de détecter des éventuelles situations de risque. Donc il faut à la fois regarder de toutes ces dimensions, travailler sur tous ces aspects-là, et pour nous c'est une préconisation sur l'évolution du modèle extrêmement importante et en tout cas à prendre en considération pour la suite. Il faut aussi se prémunir, et Philippe l'a dit, sur les contradictions entre les attentes sociétales, les politiques publiques qui peuvent être menées et les mesures qui sont mises en place, notamment les mesures de biosécurité. Ça a été évoqué, notamment la loi Egalim qui prévoyait plus de circuits de proximité, donc du coup aussi moins d'importations. Aujourd'hui, c'est 2 poulets sur 3 qui sont importés, ce qui est quand même en dit long, et la crise n'arrange pas cette situation. Mais il faut aussi travailler. Quand on fait du confinement systématique, se pose la question du plein air, se pose la question de la qualité du modèle d'élevage. Se pose à travers ça des questions fortes sur la concentration des élevages dans certains territoires, sur la concentration dans les élevages qui fait moins consensus, mais qui est une vraie question et qui nous semble devoir être explorée beaucoup plus profondément qu'elle ne l'a été. La question de la production biologique. Quand on a auditionné la FNAB, ils ont pu dire que leur pratique était une forme de biosécurité et qu'il fallait peut-être aussi s'inspirer de ces pratiques-là. La question des emplois agricoles dans ce modèle, qui est un vrai sujet. Il y a des pénuries d'emplois très fortes et la crise rend la situation extrêmement catastrophique. On a entendu les syndicats de salariés agricoles, des métiers mal reconnus, mal payés et qui, là, entraînent des départs,
entraîne des concurrences pour ceux qui arrivent à résister, qui arrivent à récupérer des salariés, et des salariés qui quittent des exploitations, donc une situation extrêmement inquiétante. Un autre sujet qui nous est apparu de manière extrêmement forte, c'est que si tout le secteur professionnel est bien au courant de cette situation, le grand public est complètement en dehors, finalement, de la mesure de l'ampleur de la crise. On a auditionné, par exemple, l'UFC Que Choisir, qui était assez en colère, d'ailleurs, de ne pas être associé, de ne pas être intégré du tout sur les réflexions et les impacts sur les consommateurs. Je ne sais pas si vous allez, quand vous allez dans les grandes surfaces, les produits aujourd'hui qui sont appelés produits élevés en plein air, quand il y a confinement une grande partie de l'année, l'élevage en plein air, ça se discute très sérieusement. Et vous avez parfois des petites affichettes en A5 à l'entrée du supermarché que personne ne voit pour informer les consommateurs. Il n'y a pas de règles systématiques, il n'y a pas en tout cas de prise en considération de cette dimension. Et pourtant, les impacts sont évidemment sur les signes de qualité par exemple, mais les impacts sont aussi, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'importation et l'affaiblissement des modèles inscrits dans la proximité. Donc il y a des enjeux du côté des consommateurs. Et les risques de zoonose aussi sont un des sujets majeurs. Et que le grand public soit un peu en dehors du sujet pose quand même une question importante. Il vaut mieux peut-être anticiper ça, être capable d'informer correctement pour éviter des effets paniques aussi sur le sujet le jour où il y aura un zoonose, une transmission à l'homme dans notre pays. Il nous semble indispensable de financer de la recherche et de la recherche plurielle, de la recherche indépendante comme de la recherche publique. Il nous semble nécessaire, parce qu'on a entendu des controverses sur le sujet, il ne faut pas les balayer d'un revers de la main, il faut au contraire essayer de faire en sorte de confronter les points de vue, ça nous semble important. C'est pour ça d'ailleurs que nous proposons, pour prolonger notre travail, des journées d'études, pour partager l'ensemble de nos préconisations avec toutes celles et ceux que nous avons entendus, pour aussi confronter les points de vue. Nous proposons la mise en place d'un conseil scientifique, comme nous l'avons eu dans le cadre de la gestion de la crise Covid, et peut-être pas simplement pour l'influenza aviaire, mais pour les maladies animales, parce que nous ne pouvions pas étudier la grippe porcine, nous ne pouvions pas étudier d'autres virus qui sont à l'œuvre, mais la situation est quand même extrêmement préoccupante et mérite un suivi en permanence et une capacité de surveillance active pour déceler les risques à venir. Il nous semble important, peut-être pour conclure, et pour ne pas être trop long, de dire qu'il y a un véritable traumatisme autour de cette crise, que tous les acteurs sont concernés. On l'a dit, des éleveurs, les salariés du monde agricole, les filières qui sont mises à mal, et puis avec un prisme particulier pour l'élevage de plein air et pour les indépendants qui se sentent particulièrement en difficulté et qui ne comprennent pas les mesures de biosécurité, notamment la claustration, la mise à l'abri, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce n'est pas compris par une partie des éleveurs. Face à ça, il y a eu une forte réactivité des services de l'État. Ça a été souligné par mon collègue Philippe. Parfois, des services de l'État qui ont été au-delà de leur mission, il faut le dire, pour des abattages dans des petites exploitations. C'est des fonctionnaires de l'État qui n'avaient jamais fait ça, qui étaient volontaires pour aller le faire. Il y a des enseignements à tirer sur la gestion de la crise si demain ça devait revenir. Des conséquences économiques, on l'a dit, pas simplement dans les zones touchées, mais aussi dans les zones indemnes. Et là, il n'y a pas de système de financement en place. Il y a des indemnisations sanitaires et des indemnisations pour perte de chiffre d'affaires, mais pour ceux qui ont été concernés par le virus. Et pour ceux qui ne l'ont pas été, qui n'ont pas de canton et qui ne peuvent pas redémarrer leur activité, alors il y a des règles européennes, évidemment, qui limitent la capacité à indemniser, mais il y a un vrai sujet de ce côté-là. Un vrai sujet sur les primo-installés, les jeunes éleveurs qui, pour certains, ont connu deux séquences de crise, donc n'ont même pas pu commencer leur activité et qui sont dans une situation très difficile. Peut-être dire qu'il y a néanmoins des limites dans notre travail. Il aurait fallu des mois de plus pour aller encore plus loin là-dessus. Regardez, je le disais, les autres virus. Nous n'avons pas pu approfondir toutes les controverses, mais ça aurait été utile de s'y intéresser, comme je le disais tout à l'heure. Nous n'avons pas pu travailler plus profondément sur justement la pertinence de la claustration ou les alternatives, et notamment de regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Parce qu'il nous semble important dans la recherche de regarder quelles ont été les mesures mises en place dans d'autres pays, quels effets de ces mesures, pour ne pas rester enfermé dans notre approche française.
le rôle des collectivités territoriales, qui nous semble devoir être aussi exploré, à la fois dans la surveillance active, mais aussi pour, je pense aux régions, dans les systèmes d'accompagnement de la transition agroécologique, dans les aides économiques qui peuvent être mises en place par les collectivités. Bref, c'est des sujets à explorer qui nous semblent importants. Et puis pour terminer, je voulais revenir dessus, vous dire en tout cas, voilà, nous proposons au ministre, que ça soit sous son haut patronage, des journées d'études et réunir l'ensemble de celles et ceux que nous avons auditionnés pour poursuivre les échanges qui méritent de l'être, pour partager nos préconisations et pour voir de quelle manière nous pourrions trouver d'autres aboutissements au travail qui a été le nôtre, qui a été conséquent, qui nous a permis de prendre la mesure et qui, je l'espère, vous permet aussi d'avoir une vue globale du sujet et de l'urgence d'agir sur cette question. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs, et encore une fois, bravo pour votre travail. Je vais vous proposer de passer aux orateurs de groupe. Vous connaissez le principe. 4 minutes d'échange entre chaque orateur de groupe et nos rapporteurs. Essayez de garder quand même le temps de réponse, donc à 3 minutes maximum, je coupe pour laisser au moins 1 minute à nos co-rapporteurs pour vous répondre. Je vous propose de commencer par Bastien Marchive, groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, la grippe aviaire, vous l'avez dit, heurte de plein fouet plusieurs objectifs majeurs de notre pays, qu'il s'agisse de sécurité sanitaire, de préservation de la biodiversité, de souveraineté alimentaire, de bien-être animal, ou encore de protection de nos exploitations et de nos agriculteurs. Un constat d'autant plus inquiétant que vous montrez dans votre rapport le caractère exponentiel de la menace, le nombre de foyers de contamination ayant été multiplié par 16 depuis 2017. Et malgré les mesures prises pour l'endiguer, force est de constater que le phénomène perdure. L'une des orientations qu'explore votre rapport et que je salue consiste à mieux prendre en compte la diversité des types d'élevage. Ces propositions rejoignent les constats que j'ai pu faire dans ma circonscription des Deux-Sèvres, que vous avez d'ailleurs cité, où l'élevage avicole est très développé et où la grippe aviaire, comme dans beaucoup d'endroits en France, a eu des impacts catastrophiques. À ce jour, les élevages avicoles, qu'ils soient industriels ou indépendants et de plein air, donc de petite taille, sont en effet soumis aux mêmes normes. Et à l'heure du nécessaire développement des circuits courts, ça peut interroger, d'autant plus qu'ils ne font pourtant pas face aux mêmes défis sanitaires. À titre d'exemple, cet égalitarisme de traitement vaut pour des mesures de confinement, alors même que l'élevage en plein air constitue déjà un rempart contre la propagation, et que par définition, lorsqu'on a un élevage de plein air, on n'a pas nécessairement les installations qui permettent justement de confiner les volailles. Ça vaut également pour les autorisations délivrées qui permettent l'acheminement vers l'abattoir et dont le coût de déplacement, vous l'avez évoqué également, est imputé quelle que soit la taille de l'exploitation, ce qui fragilise les plus petites d'entre elles. Ou encore concernant la vaccination, pour laquelle votre rapport alerte sur les modalités de déploiement. Il est indispensable de préserver tous les types d'élevage sans les opposer. C'est cette diversité qui fait quelque part la fierté et la richesse gastronomique française. C'est pourquoi je souhaiterais, messieurs les rapporteurs, vous poser 2 questions. Au-delà de cet appel à la différenciation dans la riposte sanitaire, pouvez-vous nous préciser quelles sont concrètement les adaptations qui vous semblent impératives pour protéger ces types d'élevage et surtout jusqu'où aller dans la différenciation tout en assurant une égalité de traitement? Et d'autre part, pouvez-vous développer les mesures que vous proposez pour impulser et soutenir l'évolution de la filière avicole et qui doit notamment passer par une réduction de la densité des élevages dans un premier temps et aussi et surtout peut-être une meilleure répartition sur le territoire? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à ces 2 questions, qui souhaite prendre la main? Monsieur Fournier. Oui, merci pour vos questions. Alors sur les questions d'adaptation, peut-être d'abord dire qu'il y a une expérimentation sur le plein air qui est envisagée par le ministère, donc qui permettra peut-être de tirer des enseignements plus précis sur les supposés risques particuliers d'élevage en plein air, parce qu'il y a une petite tendance à considérer que c'est la faute des élevages en plein air, je le dis comme ça nous a été dit, puisque contact avec l'avifaune et donc risque finalement d'être un peu le vilain canard, permettez-moi l'expression, dans cette crise. Donc cette expérimentation, nous demandons à ce que tout le monde y soit bien associé et qu'on en tire des enseignements, ça c'est le premier élément. Deuxième réponse, dans les adaptations, il y a la question des parcours en plein air. Il y a eu une dérogation qui avait été accordée puis qui a été retirée. Il s'agit de revenir sur cette dérogation et de permettre des parcours de plein air plus importants avec des distances entre les animaux qui soient plus importantes pour pouvoir
pouvoir conserver une partie évidemment en plein air. Après se pose la question des abattages systématiques. Voilà, c'est une vraie question. Faut-il abattre systématiquement et avec une telle ampleur? Ça, c'est une question qui se pose. Et puis, enfin, pour pas être trop long, dans les adaptations qui sont nécessaires, est-ce que ce modèle-là ne mérite pas justement d'être renforcé, diffusé, ce modèle autarcique notamment, hein, avec une gestion, éviter la segmentation des activités pour éviter la propagation du virus? Merci beaucoup. Nous passons à Florence Goulet du groupe Rassemblement National. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, je salue la qualité du travail fourni qui décrit malheureusement l'état de profond désarroi dans lequel se trouvent les éleveurs, désarroi que je constate moi-même dans la Meuse. Comme vous, nous sommes inquiets des trop longs délais de versement des indemnisations, comme du fait que certains éleveurs ne sont pas pris en compte. De plus, votre rapport annonce une baisse du taux de remboursement, dont on apprend qu'il ne couvrira plus 100% des pertes subies, mais seulement 50% dans le cadre général. Dans ces conditions, certains éleveurs seront contraints de renoncer à leur activité. Je regrette que ne soit pas suffisamment abordée une autre cause d'inquiétude pour nos éleveurs. J'ai moi-même été interpellée sur ce sujet, c'est le contrôle à géométrie variable des producteurs européens et non européens. La France, dites-vous, représente 45,5% des foyers d'infection en 2022, alors qu'elle est actuellement la seconde productrice de volailles en Europe et que la Pologne, premier producteur, n'en représente que 12%. C'est surprenant. Il est possible que les oiseaux migrateurs passent moins en Pologne. Il est possible aussi que les contrôles y soient moins rigoureux. Pourtant, le poulet polonais se vend en France. Dans votre rapport, vous préconisez, je vous cite, de mieux prendre en compte les spécificités du plein air et des circuits courts, une montée en gamme des productions et l'adoption d'un modèle qui demeure familial, à taille humaine, caractérisé par la diversité des élevages. Au Rassemblement national, nous sommes favorables aux circuits courts depuis bien longtemps. C'était même une proposition de Marine Le Pen dans son programme présidentiel. Nous saluons donc que vous en reconnaissiez l'opportunité. L'importance des volumes générés, par exemple, par la restauration collective devrait permettre de privilégier notre filière agricole au profit de notre souveraineté alimentaire et sanitaire. Seulement, vous admettez dans votre proposition numéro 35 qu'il sera difficile de protéger les éleveurs nationaux contre les distorsions de concurrence sans généraliser ce modèle au niveau européen. C'est bien le problème. Comme la généralisation de ce modèle ne semble pas à l'ordre du jour, pouvez-vous me dire quelle solution vous envisagez? Merci. Merci. Alors, qui souhaite répondre? Monsieur Bolo. Merci. Mais écoutez, vous avez essentiellement centré vos propos sur l'adéquation des règles européennes avec ce qui se passe en France, les constats, un certain nombre des constats que nous avons pu dresser au travers des auditions. Je tiens à rappeler que la construction de la politique sanitaire française répond à ces règles européennes qui disent qu'il faut que justement il y ait une harmonisation des règles à l'échelle du continent. Donc partant de là, il me semble que l'ensemble des mêmes dispositions sont prises pour tous les pays. Alors après, ce qui va varier... Ce que je peux vous répondre, c'est que ce qui est variable d'un pays à l'autre, c'est les modèles de production, c'est la façon dont sont organisées les filières, c'est les différents types d'élevage. Et en France, on a la particularité d'avoir une diversité des espèces, puisqu'on a les canards qui sont très présents, canards à gaver, canards à rôtir. Nous avons aussi les poules qui peuvent être là pour la chair ou pour les œufs. Nous avons les dindes et nous avons toute une diversité, tout un panel. Et en cela, les autres pays européens ne sont pas exactement positionnés de la même façon. Donc peut-être que ce que vous imaginez comme étant, ou vous identifiez comme étant des distorsions dans les règles applicables, de mon point de vue, doit aussi venir de la structure et de la façon dont s'organise et du potentiel et de la diversité des productions sur les autres pays. Et puis aussi peut-être de la part qu'il y a en France importante sur les élevages de plein air indépendants en circuit court, qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays que vous avez pu citer. Bon, voilà, donc c'est absolument important. Donc comment agir là-dessus? Bien, je pense que le sujet de la vaccination va être un temps fort pour harmoniser tout au niveau européen, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de blocage aux frontières, quoi. Je vous remercie. J'ai à présent Madame Igné du groupe La France Insoumise.
Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les rapporteurs. Donc ce rapport, il dresse quand même le constat d'une gestion non maîtrisée du gouvernement. Il n'aura réussi ni à endiguer l'épidémie, ni à protéger les éleveurs. Et s'il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table pour soutenir les filières, je constate que tous les éleveurs ne sont pas logés à la même enseigne. Pour la majorité, les indemnisations arrivent tardivement. Et pour ceux en circuit court, les montants ne sont pas à la hauteur des pertes subies. Il est difficile de concevoir que les nouveaux installés soient exclus du plan d'aide dans un contexte de besoin urgent d'installation en agriculture. Et en plus, donc cette épidémie, elle n'a pas eu que des conséquences économiques. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont souffert de cette situation et les mesures drastiques qui sont mises en place pour endiguer l'épidémie ont contribué à la dégradation de la situation. Les solutions en place ne sont pas à la hauteur de leur détresse, malheureusement. Et pire, les mesures de biosécurité imposées aux petits élevages plein air sont donc de l'avis des acteurs de terrain décorrélées du risque de diffusion du virus par ces élevages. Et ces mesures de biosécurité, elles imposent des investissements qui ruinent la compétitivité de ces petits élevages. Elles dissuadent aussi l'installation dans des systèmes plein air et augmentent fortement le temps de travail de nos paysans dans ces systèmes. On espère donc que le gouvernement tire les conséquences de cet épisode et qu'il étudiera les solutions d'alternatives à l'enfermement des volailles, qui n'est pas une solution viable pour endiguer l'épidémie. Si les épisodes se multiplient, que les dérogations deviennent la norme, on ne peut pas continuer à vendre aux consommateurs de la volaille plein air qui n'a pas vu le jour, vous en avez parlé. On ne peut pas non plus continuer à imposer la claustration aux producteurs qui ont fait le choix pertinent du plein air. Et il est donc urgent qu'on autorise les éleveurs à sortir les volailles. Parce que oui, il va falloir apprendre à vivre avec ces virus, vous l'avez dit également. Cela nécessite une adaptation des élevages pour les rendre plus résilients. Paradoxalement, alors que ce sont les petits élevages et les élevages plein air qui permettent une meilleure résilience, ce sont aussi eux qui disparaissent face aux difficultés que cause la gestion de cette épidémie. Nous avions alerté le gouvernement dès cet automne à ce sujet. Dans le cadre de l'examen du budget pour 2023, on souhaitait débattre des mesures spécifiques aux élevages plein air, mais malheureusement, l'utilisation successive des 49.3 ne nous a pas permis d'avoir ce débat. Et donc, l'accompagnement de l'État face au surcoût que cause la lutte contre le virus est donc loin d'être suffisant. Et certaines propositions de ce rapport doivent être reprises par le gouvernement, notamment le suivi des recommandations de l'ANSES. Nous aurons également l'occasion de discuter de certaines propositions, je pense, lors de la loi d'orientation agricole, sur la question de l'adaptation des élevages pour garantir une meilleure résilience face aux maladies. Donc ce rapport, il démontre donc bien que le chemin est encore long pour parvenir à une réponse satisfaisante de nos pouvoirs publics. Je vous remercie. Merci. Qui souhaite répondre en une minute? Monsieur Fournier. Ouais. Non, peut-être dire que, en tout cas, ce qu'on a mesuré, nous, au travers de notre travail, c'est qu'il y avait besoin d'avoir beaucoup d'humilité et éviter toute certitude. Et que, notamment dans les mesures de biosécurité, les choses ne sont pas écrites et il faut effectivement approfondir, aller plus loin, vous l'avez dit, notamment voilà, la seule logique de claustration et d'abattage systématique, ça ne doit pas être des dogmes, ça doit être retravaillé. Il y a des études complémentaires qui sont nécessaires pour mieux comprendre et voir comment on peut adapter l'ensemble de ces mesures. Sur les aides économiques, alors il y a eu des aides, on a eu plutôt un retour d'une efficacité des aides sanitaires, c'est-à-dire pour gérer la crise en tant que telle. Par contre, des discussions plus fortes sur les indemnisations économiques de perte de chiffre d'affaires. Et là, notamment, beaucoup de la part des indépendants qui se sont sentis en marge, ou en tout cas pas assez pris en considération, notamment sur l'évaluation et sur les forfaits qui sont en place pour indemniser. Des forfaits assez inadaptés et sur lesquels il y avait des discussions. Et donc oui, l'enjeu, c'est bien la question de la résilience des élevages, du modèle d'élevage. C'est notre partie sur le temps long, je ne peux pas aller plus loin, mais c'est évidemment le sujet de fond qui est posé par notre travail. Merci beaucoup. J'ai monsieur Dino Cinieri pour le groupe LR. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je veux tout d'abord vous remercier pour votre travail très fourni sur ce sujet important à court et long terme. La France, comme beaucoup d'autres pays européens, a connu ces dernières années plusieurs crises majeures d'influenza aviaire. Celle de 2021-2022 a été particulièrement sévère et a conduit à l'abattage de plus de 21 millions d'animaux en France après une pause estivale de courte durée pour les élevages. Une nouvelle vague de contamination a débuté en octobre 2022, marquée par une nette accélération ces dernières semaines.
Depuis août 2022, plus de 300 foyers de grippe aviaire en élevage ont été détectés, dont plus de 3/4 sont concentrés dans la région Pays de la Loire. Nous avons tous une pensée, bien sûr, pour les aviculteurs qui ont beaucoup perdu et qui attendent toujours l'autorisation de pouvoir repeupler leur élevage. L'Organisation mondiale de la santé considère que le risque de transmission à l'homme des virus influenza aviaires qui circulent à l'heure actuelle est faible et aucune transmission interhumaine n'a été documentée. Néanmoins, la fréquence accrue de transmission de ces virus et à des mammifères d'espèces variées augmente le risque d'émergence d'un nouveau virus, influenza, mieux adapté à l'homme et capable de transmission interhumaine. Santé publique France estime qu'une infection simultanée par un virus de l'influenza aviaire ou pourcin est un virus de la grippe humaine pourrait en effet conduire à l'émergence d'un nouveau virus grippal contagieux pour l'être humain. Il est donc essentiel de protéger nos agriculteurs qui sont en première ligne. Dans votre rapport, vous dites qu'il va falloir apprendre à vivre avec la grippe aviaire, comme finalement nous avons appris à vivre avec le Covid. Vous montrez également que l'élevage intensif n'est pas le seul concerné, puisque même les oiseaux sauvages peuvent être contaminés. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a annoncé en décembre dernier un plan de vaccination des volailles en complément des mesures de biosécurité et l'ANSES a précisé que le vaccin serait prêt en juin 2023. Cette stratégie vaccinale devrait entrer en application à partir de l'automne 2023 et viendra compléter les mesures de prévention déjà en vigueur sur le territoire métropolitain, mise à l'abri des animaux, autocontrôle, abattage préventif, dans le bon respect reste impératif. La Chine, qui consomme la plus grande partie de sa production de volailles, vaccine contre la grippe aviaire depuis près de 20 ans et a réussi à réduire drastiquement le nombre de flambées épidémiques du virus. Mais les États-Unis, le premier producteur mondial de viande de volaille, continue d'afficher son scepticisme sur la vaccination, alors que plus de 58 millions de volailles ont été abattues au cours de l'année 2022. Les vaccins permettent de réduire le taux de mortalité, mais certains oiseaux vaccinés peuvent toujours contacter le virus et le transmettre, masquant ainsi sa propagation. Enfin, je vais attirer votre attention sur la confiance des consommateurs, car les agriculteurs seraient ainsi pénalisés. Est-ce que la vaccination serait mentionnée sur l'emballage par souci de transparence? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Signon. Alors, il reste 40 secondes, malheureusement, mais messieurs les rapporteurs, en quelques mots. Très vite, oui, c'est une question qui mérite d'être posée. Sur la vaccination, il faut bien comprendre que c'est une démarche collective qui est à l'œuvre actuellement et qui a des réunions régulières avec l'ensemble des partenaires des filières concernées qui sont là pour définir qui en premier, la commande des doses, la préparation pour être à l'œuvre au bon moment. Sans doute que possiblement ce sujet arrivera sur la table, mais avant il y a quand même celui du coût qui est très influencé par le monitoring et donc cette partie d'observation pour savoir qui a été vacciné, qui ne l'a pas été pour des sujets d'exportation, va, à mon avis, être le sujet principal. Et après, évidemment, il y a tout le sujet avec les consommateurs. Merci beaucoup. J'ai à présent Monsieur Richard Ramos du groupe Modem. Oui, tout d'abord, merci aux deux rapporteurs vraiment pour ce rapport qui est à la fois très éclairant et qui donne vraiment des pistes de travail. Je n'ignore pas, évidemment, dans ce sujet-là, les importations et je dirais tout ce qu'est les volailles, ce qu'on appellerait moi en batterie. Et donc, je prends l'angle qui est le mien, qui est celui des petits producteurs. Quand on parle de la poule noire du Berry, de la géline de Touraine, la blanche du Gâtinais, ou les excellents, il y en a d'autres ailleurs dans le Gers, foie gras chez notre collègue excellent, M. Topiak, on a cette chance-là en France d'avoir une diversité de la gastronomie. Et cette diversité de la gastronomie, on la tient à la fois de 43 races, par exemple, de poules françaises, et de petites exploitations, qui est le modèle agricole sur lequel, moi, je veux le défendre avec d'autres. Et donc, il m'importe, dans votre rapport, qui donne des pistes, qu'on accentue, je dirais, le travail sur les petits producteurs. Parce qu'aujourd'hui, les petits producteurs, je discutais dans le Gers avec le domaine de Terre Blanche, et qui me disait, mais moi j'ai l'impression que ça, c'est fait exprès pour que ça soit les gros qui auraient les moyens d'enfermer les volailles. Et que nous, les petits,
on est vraiment pris, même par les syndicats, sur ces sujets-là. Et donc, moi, je pense que la richesse de la France, c'est la richesse de ces races anciennes, c'est la richesse de ces petites exploitations, surtout dans un domaine où on importe 2 tiers de la volaille, et dont on sait que la volaille est un marché qui économiquement peut faire en sorte qu'on a des circuits courts et en proximité. Et donc c'est très très important de pouvoir le faire. Il faut remercier également les chambres d'agriculture avec leurs cellules psychologiques, parce qu'on a eu, moi dans le Loiret par exemple, c'est un traumatisme de voir ces bêtes qui sont étalées. Et donc ça a été très très compliqué. On se demande pourquoi on a à quelques kilomètres un incinérateur qui prend des déchets médicaux, et que je dois rester sur mon exploitation avec mes bêtes qui vont y rester. On ne mesure pas, je veux dire, la souffrance humaine de l'ensemble de ces familles-là. Et puis, évidemment, sur l'export, il faudra de la diplomatie, parce qu'on sait qu'il faudra de la diplomatie gastronomique pour convaincre certains pays. Et je le dis, moi, c'est à travers ce que vous avez dit, c'est quelle agriculture on veut. C'est ça la question. Quel type d'agriculture on veut? Est-ce que ça soit quelque chose d'intensif, auquel ils auraient les moyens d'aller chercher le veto pour aller vacciner parce qu'ils auraient du volume? Et c'est ça la question que pose votre rapport. Et donc, moi, je suis pour qu'on aide davantage les petites exploitations. Et enfin, ma question aux 2 rapporteurs, c'est comment on fait pour que ce Parlement puisse influer réellement dans les décisions et que les rapports ne soient pas que des choses qui servent à caler des armoires. Merci à vous. Merci, Monsieur Ramos. Je vous rassure, ils sont utiles, nos rapports. Bon, déjà dire que je Monsieur Fournier. Déjà dire que je partage que les produits de la région Centre-Val de Loire sont des produits d'une grande qualité, chers collègues, et je crois que le président sera d'accord. Non, au-delà de ça, effectivement, dire que ça a été notre préoccupation particulière, la question des petits producteurs, des indépendants, des élevages de plein air, parce que souvent ça va de pair, et que le risque majeur est là. C'est-à-dire la capacité à résister à cette crise est particulièrement affaiblie pour ce qui les concerne. Notamment, nous avons entendu de nombreux éleveurs qui envisagent d'arrêter parce que ce n'est pas leur métier que de faire de l'élevage confiné. Ils ont accepté pour certains les règles, certains désobéissent aux règles parce qu'ils ne les comprennent pas, et donc il y a un enjeu majeur de ce côté-là. Et le fait d'avoir mis des dérogations puis de les avoir retirées n'est pas passé du tout. Ça n'a pas été compris, donc il y a un enjeu là-dessus extrêmement important, et donc c'est bien, je crois, le trait qu'il faut tirer sur quel type d'élevage nous voulons demain. Il faut aller aussi sur des questions qui sont compliquées. Faut-il limiter la concentration dans les élevages? C'est une question qui fait débat, mais il faut pouvoir la poser. Se pose la question effectivement de la place du plein air. On a mis une préconisation, y compris pour ceux qui font de l'élevage en bâtiment, d'intégrer des jardins d'hiver, par exemple. Là aussi, pour des questions de bien-être animal, ça nous semble important. Et donc oui, tout l'enjeu va être de voir comment on soutient particulièrement ces élevages-là qui sont ceux exposés au plus grand risque. Merci beaucoup. J'ai à présent Monsieur Dominique Potier du groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Moi je voudrais vraiment saluer Charles Fournier et Philippe Bolo. Ils nous montrent un exemple extraordinaire de travail documenté, précis, la recherche de solutions. Et je le disais, qu'entre le gouvernement, le Parlement et la science, il y a toujours des voies qui sont ouvertes. Et vraiment saluer votre travail. On sait que c'est le cauchemar de tous les ministres de l'Agriculture, Stéphane Travert et Stéphane Le Foll avant lui et tant d'autres en ont fait l'expérience. C'est à chaque fois, c'est un dilemme. C'est un dilemme terrible. Et là, vous venez éclairer des sorties. Moi, j'aime beaucoup l'approche systémique qu'a notamment développée Charles Fournier autour de la question sociale, autour des ressources humaines, la question des écosystèmes, etc. Et je voulais vous saluer pour la qualité de votre travail. Moi, les questions, elles sont très pragmatiques. La première, elle pose sur votre proposition numéro 13, la recherche sur le plein air que préconise l'ANSES. Quelles sont les pistes? Est-ce que c'est le même plein air qu'avant? Comment ça se passe? Que c'est vraiment une des controverses les plus vives. Et si on arrivait à la lever, quels sont les espoirs derrière ce sous-jacent d'une recherche préconisée par l'ANSES? 2. Les prophylaxies du XXIe siècle seront des prophylaxies différentes de celles du XXe siècle. Elles prendront en compte une approche, encore une fois, système, One Health, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi ça tient? Le mode d'élevage, bien-être animal, les écosystèmes, quelles sont les marges de manœuvre? Enfin, et vous l'avez peu évoqué, c'est les conséquences sur le marché de la volaille. Nous sommes structurellement déficitaires. Est-ce que les à-coups des crises de la grippe aviaire, quelles sont les conséquences sur le marché? Est-ce qu'à chaque fois on descend d'un cran, ou est-ce que c'est un phénomène de yo-yo avec des reprises de parts de marché? Comment est-ce que la filière s'organise pour que chaque crise ne soit pas un recul
de la filière française de la volaille par rapport à ses concurrents internationaux? Quels sont les outils mis en œuvre? Est-ce que l'Union européenne peut activer des mécanismes de compensation, de régulation qui permettent de tenir nos positions en la matière? Merci. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs, qui souhaitent répondre en 2 minutes. Je vais commencer et puis Très bien. Fournier complétera. Je pense qu'il y a une façon très simple de répondre à l'ensemble de vos questions, c'est l'intelligence collective. Vous avez bien mis en avant l'apport de la science, mais il y a aussi un autre apport qui est indispensable, c'est celui de la capacité qu'on a à faire travailler toutes les parties prenantes entre elles. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est opéré durant cette crise-là, au moment où tout le débordement a eu lieu, mais finalement, il y a eu une intelligence qui s'est créée, où les services de l'État, la profession, tout le monde s'est mis autour de la table, avec des outils qui n'existaient plus, puisque finalement, on avait au-delà des limites que ces outils permettaient, et cette façon de travailler ensemble a permis de trouver des solutions. Et dans One Health, on a aussi cette chose-là. Dans la résilience de nos filières, on a aussi cette nécessité de travailler ensemble. Si Charles veut compléter. Oui. En 2 mots sur la première question qui était sur le modèle du plein air, moi je pense que le fait que la vie-faune soit concernée invite forcément aussi à des pratiques, à l'inscription de mesures de biosécurité adaptées pour tenir compte du fait des risques de contact qui existent. Ça ne va pas disparaître puisque ça s'est installé dans notre pays. Donc ça peut intégrer cette dimension-là, en tout cas dans les pratiques de plein air demain. Et sur la question du marché, il y a effectivement un vrai sujet. La France est un pays avec beaucoup de diversité, qui fait beaucoup de sélection, beaucoup de reproduction et qui joue un rôle majeur de ce point de vue. Et c'est un des aspects importants, mais ça ne doit pas faire oublier les aspects d'importation et sur lesquels, là, par contre, nous sommes, et ça a été dit, 2 poulets sur 3 qui viennent de l'étranger. Donc je pense qu'il faut repenser un peu globalement le rôle que peut jouer la France. Je le dis, la France est le pays d'Europe le plus atteint par la grippe aviaire, est suivi par l'Angleterre et la Hongrie. Alors, la Pologne, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, est moins concernée par le sujet parce qu'ils sont sur de l'élevage de poulets principalement, moins atteints par la crise. Et donc, la France doit jouer un rôle majeur, justement, pour conduire des réflexions au sein de l'Union européenne. Nous avons auditionné la Commission européenne, je ne pourrais pas m'étendre dessus, mais je crois que il y a pas simplement, la Commission européenne ne doit pas être simplement sur la diffusion des méthodes de biosécurité, mais aussi sur une réflexion plus profonde sur le modèle, sur l'évolution des modèles. Et donc, je crois que le cadre européen a un rôle majeur à jouer et la France doit en être le moteur. Je vous remercie. Nous allons donc passer à monsieur Thierry Benoît du groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, après avoir salué, comme l'ont fait les précédents orateurs des groupes, le travail de nos 2 collègues parlementaires, je voudrais poser une première question. Est-ce qu'on a tiré enseignement de cette crise récente concernant les délais d'indemnisation des éleveurs? Parce que ce sur quoi, dans l'urgence, les députés ont été interpellés, ce sont les délais d'indemnisation sanitaire. Le deuxième sujet qui attire mon attention dans votre rapport, ce sont les propositions 35, 36 et 37. La proposition 35, elle aborde la réduction de la densité des élevages pour limiter les risques sanitaires. Et là, je suis intéressé parce que dans une période récente, on va dire depuis 50 ans, en Europe et particulièrement en France, on a développé les élevages hors sol et on a vu que les recommandations sanitaires, finalement, bien, elles étaient les mêmes pour les élevages hors sol que pour les élevages bio de plein air. Donc, question, vous abordez une réflexion à l'échelle de l'Union européenne lorsque vous parlez de la densité des élevages. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'élargir le travail à d'autres parties du monde? Je pense à la Chine, je pense au Brésil, parce qu'à l'origine, on nous explique que ce sont les animaux sauvages qui sont véhicules, qui sont vecteurs, qui transportent, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, le virus, mais on ne sait pas si à l'origine, il vient d'animaux sauvages ou s'il vient de zones d'élevage dans certaines parties du monde où les mesures sanitaires ne sont pas les mêmes qu'en France, et particulièrement en Europe. La mesure 36, vous proposez de mener des études scientifiques visant à analyser le lien entre la densité au sein des élevages et la diffusion des virus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette question? Et le troisième point, c'est l'observation 37. Là, je rebondis sur l'intervention de Richard Ramos, très attaché aussi aux souches ancestrales et rustiques de nos territoires.
est-ce que ces études permettent de mettre en évidence le fait que des souches plus récentes, hybrides, dont la génétique a été travaillée, soit pour améliorer la ponte, soit pour améliorer la chair, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre des races ancestrales et rustiques qui seraient plus robustes et des races hybrides, bien finalement, qui seraient plus fragiles? Je vous remercie. Merci. Monsieur Fournier. Merci pour vos questions. Alors sur la question de la densité des élevages, évidemment, on peut le comprendre assez facilement quand il y a beaucoup d'élevages les uns à côté des autres, au regard de la volatilité du virus. Une plume transporte beaucoup de virus. Les risques de propagation sont extrêmement importants. C'est d'ailleurs ce qui a été mis en œuvre dans le sud-ouest avec ce qu'on a appelé le plan Adour, qui a conduit à une dédensification du nombre d'élevages temporaire, en tout cas du nombre d'élevages sur un territoire pour éviter la propagation. Nous, il nous semble qu'il faut tirer pleinement enseignement de cette mesure qui a été plutôt appréciée, mais pas forcément unanimement, et qu'il faut qu'il y ait des conclusions là-dessus. Se pose la question d'une répartition territoriale, mais qui ne fait pas bondir de joie les territoires indemnes, qui se disent est-ce que en réorganisant territorialement toutes les étapes, la reproduction, la sélection et les élevages, on ne va pas propager dans des endroits indemnes le virus, mais en tout cas se pose la question d'éviter d'avoir la situation dans laquelle nous sommes. Quand vous avez l'ensemble de la reproduction qui se fait dans un territoire et que ce territoire est atteint, c'est toute la chaîne qui est arrêtée. Donc il y a une vraie difficulté là-dessus. Sur la deuxième question, sur les études scientifiques, en fait, quand on a eu le Covid, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas aller en boîte de nuit pour éviter d'être les uns à côté des autres. Et là, juste pour faire un parallèle, là, on confine tout le monde dans des bâtiments. Vous voyez, ça pose évidemment des questions. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on ne crée pas là des bombes de virus en ayant une densité extrêmement forte et donc un risque de propagation particulièrement important. Et là-dessus, il n'y a pas d'études et c'est nécessaire qu'il y en ait. Et je ne peux pas répondre donc à la troisième question. Merci beaucoup. J'ai à présent Madame Delphine Batho pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour saluer ce rapport à deux titres. D'abord au nom du groupe écologiste qui est à l'origine de cette mission d'information qui est attendue et dont les conclusions sont utiles. Et utile à ce que la démocratie s'empare d'un sujet dont tout le monde a laissé s'installer comme étant le domaine réservé de l'exécutif et de l'administration qui gère la sécurité sanitaire. Je voudrais le saluer aussi comme député des Deux-Sèvres, un territoire très concerné par la problématique de la grippe aviaire. Et je voudrais remercier les deux rapporteurs, Charles Fournier et Philippe Bolo, de leur visite de terrain à Auger auprès de l'élevage de canards autarciques, là aussi je mets des guillemets, chez Morille et à Vosroux pour rencontrer le collectif Sauve qui Poule. Je voudrais vous remercier de votre sens de l'écoute et je pense que sur le terrain vous avez pris la mesure de l'attente, de la colère extrêmement forte. Je voudrais revenir très rapidement sur 3 points. D'abord, on a le sentiment aujourd'hui d'avoir une doctrine qui s'applique, qui est complètement dépassée par les événements et qui paraît d'autant plus obsolète et qui est d'autant moins comprise que le niveau d'information de l'ensemble de la population et donc des éleveuses et des éleveurs a très fortement évolué sur les questions virales et sur les questions de mode de fonctionnement des virus avec le Covid. Et donc, en fait, la doctrine qui s'applique sur la grippe aviaire paraît d'autant plus décalée et obsolète qu'il y a aussi ce niveau de compréhension qui a évolué. Et donc, la proposition d'un conseil scientifique indépendant, à l'image de ce qui a été fait avec la pandémie de Covid, paraît indispensable et urgente, et pas de renvoyer à des recherches futures, mais déjà de mettre, en termes pluridisciplinaires, tous les scientifiques qui s'y connaissent autour de la table pour être conseil de l'État et des mesures à prendre. Deuxième chose, le plein air, beaucoup de collègues en ont parlé. L'expérimentation paraît un début, mais c'est clairement insuffisant. Il y a vraiment une attente urgente sur la question de l'abattage préventif d'animaux sains en plein air, sur la question du confinement, comme vient de le dire Charles Fournier avec l'exemple de la boîte de nuit. Je soulignais ce qui a été dit aussi par des collègues sur le fait que, en fait, ce qui se passe contredit le mouvement qu'il y avait d'installation nouvelle en agriculture sur l'élevage
de volailles en plein air. Je veux dire aussi que souvent ces exploitations sont des exploitations dirigées par des femmes. Donc en fait, cette situation va vraiment à l'encontre du développement des circuits courts et de toute l'évolution que l'on souhaite du modèle agricole. Troisième chose, l'élevage industriel, il faut en sortir. Et là aussi, pour moi, il y a des conclusions à tirer en termes de nouvelles installations d'élevage. Ma question, Monsieur le Président, c'est quel est le retour que vous avez du gouvernement sur l'ensemble de vos propositions? Et c'est aussi une question au Président, parce que toutes les interventions des collègues sont très convergentes dans leurs attentes et dans les remarques, les questions qui sont faites au rapporteur. Est-ce qu'on pourrait auditionner le ministre de l'Agriculture sur les suites qu'il entend donner au rapport de la mission d'information? Bien, je vais d'abord passer la parole au rapporteur pour qu'il puisse vous répondre. Allez-y. Alors, ma réponse va être très simple et très franche. Il y a indépendance entre le Parlement et le gouvernement. Donc nous avons mené notre travail, élaboré nos propositions, sans en référer au gouvernement pour savoir ce avec quoi il était d'accord ou non. En revanche, nous avons pris soin d'auditionner à 2 reprises le ministère. D'abord les services techniques, puis Marc Fesneau, le ministre, accompagné de ses services pour pouvoir dialoguer avec lui. Et ce que nous avons prévu de faire également, c'est de prendre un autre temps pour aller lui présenter notre rapport. Et évidemment, l'idée de l'auditionner pourrait être aussi une idée à retenir par notre commission. Voilà, alors je vais répondre aussi puisque j'ai été interrogé. Je crois que, messieurs les rapporteurs, votre 40e proposition, c'est de faire une table ronde sur le sujet. Donc ça peut être une bonne idée de développer une table ronde. Sur le fait de présenter vos conclusions au ministre, de lui remettre et d'échanger avec lui, c'est une très très bonne chose. Et ensuite, comme nous avons le sujet agriculture et qu'il y a plein de sujets agricoles à discuter, moi je serais très heureux qu'on puisse réorganiser une nouvelle audition du ministre Marc Fesneau sur ce sujet-là, mais aussi d'autres sujets agricoles qui nous occupent et qui nous préoccupent actuellement. Il était déjà venu dans notre commission des affaires économiques, on avait déjà eu un cycle d'audition des différents ministères. Moi, je serais très heureux qu'on puisse réorganiser rapidement une nouvelle audition. Voilà. Et puis, je termine sur le fait que notre bureau s'est réuni ce matin et qu'on a aussi décidé de lancer un certain nombre de travaux et de missions sur les questions agricoles. Donc, on garde bien un œil vigilant et studieux sur le sujet. Donc, je retiens votre demande. Et M. Fournier voulait compléter. Oui, je vais juste, pendant notre mission, le ministre a souhaité nous rencontrer. Nous avons transformé cette rencontre en une audition, puisque pour respecter l'indépendance du Parlement, mais c'était avant que nos préconisations soient établies, et il me semble de bon sens de pouvoir l'auditionner une fois ces préconisations connues pour voir quelle suite leur serait réservée. Bien, on organise ça, donc, avec grand plaisir. Nous continuons avec M. David Topiac pour le groupe Lyot. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voulais saluer le travail très complet et très riche de nos collègues qui débouchent sur 40 propositions concrètes pour répondre à cette crise de la grippe aviaire. Dans notre région du Sud-Ouest, les 4 précédents épisodes d'influenza aviaire ont entraîné la perte totale de 64,5 millions d'animaux et un impact financier d'1,240 milliard d'euros pour l'ensemble des acteurs. Ces crises ont donc été une catastrophe sanitaire et humaine considérable pour nos filières. Vous évoquez la possibilité de déployer les méthodes de désintoxication préventive à l'image du plan Adour mis en place dans le Sud-Ouest. Les premières retombées que nous avons de ce plan dans notre région sont en effet bénéfiques, avec une baisse du nombre de foyers 95%. Mais elles le sont au prix d'une baisse de densité importante de la production de palmipèdes et de volailles dans les élevages de 68 communes du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques situés en zone à risque, avec des conséquences économiques lourdes pour les éleveurs, puisque la perte au total est estimée à 2,5 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation. Le coût du plan Adour a été chiffré à 10,7 millions d'euros, 4 millions d'euros pour les producteurs en partie financés dans le cadre de l'IA 4, 6,7 millions d'euros pour le reste de la filière, qui à date n'a intérêt à aucun dispositif d'indemnisation. Mais il reste sans commune mesure au coût moyen d'une crise aviaire, 300 millions d'euros en moyenne. L'État a donc effectivement tout à gagner à soutenir pleinement cette initiative collective. Vous proposez de mensualiser le versement des indemnisations pour soulager les trésoreries des entreprises, gage à la fois de visibilité et de prévisibilité. Les abattages préventifs occasionnent en effet des coûts importants. Mensualiser les indemnisations remboursées sur le dossier de demande de solde sanitaire peut représenter un plus, mais ne répond pas totalement aux difficultés de trésorerie des éleveurs, souvent de petites structures dans le cas de mon département du Gers. L'État pourrait davantage soulager les éleveurs des frais et des conséquences occasionnées par ces décisions
en devenant le destinataire direct des factures d'abattage et en autorisant l'allongement du chômage partiel pour les personnels des structures impactées. Concernant la stratégie de vaccination, enfin, quelles informations avez-vous sur la prise en charge des coûts? La répartition du coût économique est estimée à un quart pour le vaccin, un quart pour la main-d'œuvre chargée de l'application et le reste pour la surveillance des non-vaccinés. Il est important que le coût de la vaccination soit perçu comme un investissement plus que comme une charge. Face au coût de la crise qui se répète autour du milliard d'euros, la vaccination représente 50 millions d'euros. Si la vaccination ne concerne que les palmipèdes, on estime que les retombées seront néanmoins pour l'ensemble des filières. Ne faudrait-il pas, en toute logique, que toutes les autres filières contribuent elles aussi au financement de la vaccination pour éviter l'injustice de faire porter uniquement le coût sur une unique filière? Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs. Qui répond? Monsieur Fournier. Très rapidement, le premier sujet que vous évoquez, c'est celui du plan Adour. Donc moi, je redis la nécessité d'en évaluer tous les aspects, y compris les aspects de coût, vous l'avez mentionné, parce que c'était un plan conjoncturel, mais qu'il faut peut-être envisager de manière structurelle, ce qui répond partiellement à la deuxième question, qui était une question liée aux pertes économiques, aux pertes de production. Il y a de vraies questions sur qu'est-ce qu'on est capable de maintenir en vivant avec cette crise. Est-ce que c'est les mêmes modèles ou c'est pas le même modèle? C'est une question qui est posée. Je n'y apporte pas de réponse immédiatement, mais forcément cette question est présente. Sur la question des indemnisations, si nous avons parlé de mensualisation, c'est parce que entre le versement initial et les versements intermédiaires et définitifs, ce n'était pas suffisant pour pouvoir faire face aux problèmes de trésorerie. Et en plus, de vraies inquiétudes de la part des banques. Des lettres de confort ont été faites par le ministre pour essayer de faciliter la relation avec les banques, mais il y a des inquiétudes très fortes de ce côté-là. Il nous semblait que c'était plus adapté, mais ce n'est pas la seule mesure. Il faut aussi revisiter les forfaits pour les adapter aux réalités, pour que ces versements soient suffisamment importants pour pouvoir aider les agriculteurs. Et puis sur votre troisième question, alors non, j'y répondrai pas. À la fin, je vous laisserai un grand temps global de réponse, comme ça vous pourrez répondre à toutes les questions individuelles que je vais donc lancer à partir de maintenant. Vous connaissez le principe, 1 minute par question individuelle. Et j'ai une bonne dizaine à ce stade de mains levées. N'hésitez pas à lever la main qu'on puisse vous noter avec Thierry. Je propose de commencer tout de suite avec monsieur Stéphane Travert. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, d'abord, je voudrais saluer votre travail et la présentation que vous avez faite sur ce sujet qui est très clair et très précise. Et vous l'avez souligné, la filière volaille est fortement impactée par l'épizootie hautement pathogène, mais aussi toute la filière alimentation à travers les fournisseurs d'aliments et encore, pour finir, toute la filière ovicole. Et rappelons que depuis le retour de l'influenza aviaire sur nos territoires, nous ne sommes plus autosuffisants en production d'œufs, en production ovicole. Moi, je voudrais vous interroger sur la manière dont vous voyez une nouvelle forme de coopération européenne pour enrayer le virus et déterminer une stratégie de prophylaxie européenne qui pourrait mettre un terme à ce virus et soutenir une filière qui est très fragilisée, et comment également renforcer les règlements de biosécurité dans les élevages. Et vous avez bien identifié aussi la détresse des éleveurs que vous avez su traduire parfaitement dans vos propos. J'arrête là. Merci beaucoup. Madame Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. On a évoqué la question des aides aux éleveurs. 1 milliard d'euros consacrés par l'État, c'est très important et je pense qu'on peut tous le saluer. Mais c'est aussi à la hauteur de la crise qu'on connaît. Des dizaines de milliers, parfois centaines de milliers d'euros ont été perdus par certains des éleveurs de mon département, le Maine-et-Loire, très concernés, comme la Vendée, les Deux-Sèvres, etc., vous le savez. Et 1 an après, certains éleveurs n'ont toujours pas de volailles dans leur bâtiment, mais ont toujours une structure d'investissement, des remboursements reportés, mais de très, très graves difficultés économiques, et n'ont toujours pas reçu d'aide, ou parfois très faiblement. Donc je crois qu'on a un sujet sur ce point particulier, et j'ajouterais qu'il y a certainement un zoom à faire sur la filière
accouvage. Les éleveurs ne sont pas indépendants, ils sont prestataires pour les accouveurs, pour les couvoirs. Et aujourd'hui, il y a de grandes disparités dans l'accompagnement de ces éleveurs. Certains n'ont rien reçu, ou presque, en termes d'aide depuis 1 an, vous rendez-vous compte. Et ça pose une question d'injustice forte qu'il nous faut régler absolument. Merci beaucoup. J'ai Madame Aurélie Trouvé pour le groupe LFI. Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir sur le changement de type d'élevage nécessaire pour faire face au risque de futures épizooties, puisque aujourd'hui, il y a une forme de consensus scientifique que le rapport reprend. C'est-à-dire qu'il faut déconcentrer les élevages, des plus petits élevages, moins denses, en plein air, bio, plus autarciques, entre guillemets, c'est-à-dire des filières moins longues, et moins concentrées au sein des mêmes territoires. Bon, c'est très bien, on est tous d'accord, sauf qu'en fait, c'est l'inverse de la tendance actuelle sur les territoires, et on le sait bien. Donc, première question, quel type de soutien? On sait qu'il n'y a quasiment pas d'aide PAC de la politique agricole commune qui vont à la filière avicole. Est-ce que c'est est-ce que c'est les programmes sectoriels d'intervention? Voilà, quels sont les soutiens aujourd'hui? Peut-être faudrait-il le demander au ministre de l'Agriculture. Et surtout, deuxième question, sur la protection vis-à-vis de la concurrence. Vous avez un accord avec le Mercosur, l'Union européenne, la Commission dit qu'il devrait être signé d'ici juillet. Or, il est prévu plus 180 000 tonnes d'importation à droit de douane nulle des volailles. Donc moi, je pose la question, est-ce que ceci est compatible franchement avec le changement de type d'élevage que nous voulons et la protection des éleveurs nécessaire? Merci beaucoup. Madame Maquet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la réalisation de ce rapport documenté et riche. Je souhaite m'attarder sur un point précis de votre rapport, la construction d'une stratégie à long terme pour la filière avicole, afin de garantir la sécurité sanitaire, la souveraineté alimentaire et la durabilité de notre modèle d'élevage français. Il pourrait être intéressant, par exemple, de renforcer le dispositif qui permet de faire le lien entre données médicales, vétérinaires et environnementales et de le mettre en place au niveau communautaire. Les zoonoses ne connaissent pas les frontières. Il pourrait également être intéressant de mettre en place un dispositif de gestion commune des risques, en coordonnant la Direction générale de la prévention des risques, la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'Environnement et la Direction générale de la santé. Enfin, le renforcement de la collaboration entre Santé publique France, l'ANSES et le CIRAD me semble également important pour renforcer l'épidémiosurveillance animale. Excusez-moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Vigier. Oui, merci Monsieur le Président et merci aux rapporteurs pour la qualité de leur travail. Le durcissement de la stratégie de lutte contre la grippe aviaire implique, et vous l'avez dit, la claustration des élevages, y compris des plus petits. Comme le mentionne votre rapport, cette mesure est jugée disproportionnée pour les élevages de plein air et indépendants. D'autres mesures sont également contestées en raison de leur caractère jugé inadapté aux spécificités de ces petits élevages. Mais je souhaitais insister sur l'accessibilité du vaccin. La question du conditionnement des doses est, à cet égard, déterminante. Il est évident qu'un conditionnement sous forme de flacons contenant 1000 doses n'est pas adapté aux exploitations de petite taille et surtout ni financièrement abordable pour elles. Aussi, savez-vous si la Commission européenne compte adapter sa stratégie de vaccination aux spécificités de ces exploitations de plein air et surtout de taille modeste? Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai Monsieur Romain Daubier. Oui, Monsieur le Président. Plumage blanc, plate bleue, crête rouge. Vous avez deviné, je vous parle de la volaille de Brest, seule volaille en AOC depuis 1957. Je vais rapidement souligner la qualité de votre travail et mis en évidence effectivement les problèmes qu'on a entre AOC et également protection sanitaire et les nécessaires adaptations rapides qu'on doit avoir pour tous ces producteurs de qualité qui produisent une chair très tendre, voire fondante. Merci. Je vous remercie. Madame Blin. Merci, Monsieur le Président. Ces épisodes répétés d'épidémies de grippe aviaire sont un véritable drame pour nos filières et spécifiquement, vous l'avez dit, dans la région des Pays de la Loire et le Maine-et-Loire. Alors, pour faire face à ces situations, depuis 2006, c'est l'abattage massif qui a été préconisé.
Mais il me semble que nous sommes arrivés au bout, parce que nous en arrivons à des situations où des animaux qui n'ont aucun contact avec d'autres animaux contaminés sont quand même abattus, mettant les éleveurs dans des situations d'extrême difficulté, à la fois psychologiques, mais aussi économiques. Et je pense aussi aux zoos et aux espaces animaliers. Et je veux redire ici ma solidarité et mon soutien aux agriculteurs et à nos éleveurs. Alors, vous évoquez un peu tardivement dans votre rapport, je trouve, la piste de la vaccination. Notamment, la France fait partie des 5 États membres de l'Union européenne qui évaluent la vaccination sur les espèces aviaires. En France, cette expérimentation se réalise sur les canards. Et 2 vaccinations sont expérimentées, Ceva Santé Animale et Boehringer Ingelheim. Il est écrit dans le rapport que les résultats doivent être rendus au mois de mars. Est-ce que vous en avez eu connaissance? Merci, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup. Monsieur Bouix. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, remercier nos chers collègues rapporteurs pour l'excellence de leur travail. Ma question, en fait, va vous interroger en fait, sur la cohérence des politiques qui sont menées entre des départements qui peuvent être limitrophes. Et cette question, finalement, elle s'applique aussi à la prévention de la tuberculose bovine. J'ai l'exemple, en fait, d'un producteur d'œufs qui satisfait à toutes les exigences sanitaires et réglementaires, qui peut circuler dans le Calvados, mais lorsqu'il doit aller sur un marché dans la Manche, à même pas 1 heure de chez lui, eh bien, il ne peut pas en fait commercialiser ses œufs et il se voit en fait dans une grande difficulté pour eh bien, pérenniser son activité de ce simple fait. Alors bien évidemment, après discussion avec les services des préfectures, une solution a été trouvée. Mais finalement, voilà, la question parfois de cette cohérence est posée, d'autant que d'autres filières, des filières industrielles, ne sont pas soumises aux mêmes exigences et posent la question d'une concurrence déloyale. Merci beaucoup. Madame Lepé. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. D'abord, merci pour ce bilan précieux. Il est important en ce moment. La diversité de nos productions de volailles fait notre richesse, mais parfois notre faiblesse, donc en temps d'influenza aviaire. Vous avez évoqué l'assouplissement, en piste d'amélioration, l'assouplissement des mises à l'abri pour les volailles plein air. Alors personnellement, je suis concernée puisque je fais de la volaille plein air en circuit court sur le Morbihan. Et aujourd'hui, je vois arriver sur mon exploitation les premiers devis de jardins d'hiver type véranda ouverte pour pallier aux prédateurs, notamment les oiseaux sauvages. Alors ma première question va être quid de l'investissement conséquent, vous imaginez, par bâtiment. 2, la répercussion est-elle possible sur le prix de vente du kilo de volaille? Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur est prêt à investir dans le coût de la sécurité alimentaire? 3, quid de la biosécurité? Là où je suis adhérente au réseau Bienvenue à la ferme depuis 32 ans, avec porte ouverte au grand public, etc. Quid de l'avenir? Merci. Et enfin, les autres pays européens suivant la législation et les différents types d'élevage. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Roland. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi aux rapporteurs de leur travail. Cela a été dit dans notre discussion, la grippe aviaire est une crainte majeure pour tous nos éleveurs. On peut aisément comprendre l'ampleur et l'inquiétude qui les touchent sur l'avenir de leur élevage et même sur le devenir de leur métier, tant ce sujet est récurrent. C'est la raison pour laquelle je souscris aux propositions qui concernent la prévention et la transparence des décisions pour nos éleveurs, la mensualisation des indemnisations, encore le partage du coût de la vaccination. Néanmoins, je m'interroge sur les orientations de votre rapport qui tendraient à une certaine décroissance des élevages. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Lavergne, dernier orateur. Si on n'a pas pris vos noms, n'hésitez pas à lever la main. Monsieur Merci, Lavergne. Monsieur le Président. Merci, messieurs les rapporteurs. Et je tiens à mon tour à vous féliciter pour la qualité de votre travail, la qualité du rendu et la façon dont vous avez travaillé de façon transpartisane. Je pense que c'est à saluer et vraiment, je vous en remercie. Ça honore la représentation nationale. Moi, j'avais une question à vous poser par rapport. Vous avez parlé tout à l'heure de la diplomatie sanitaire en la matière. Je voulais avoir un petit peu votre avis sur la question de la génétique, en fait, que ce soit en palmipède ou en poulet, en poulet. Nous avons une répartition sur le territoire qui n'est pas, à mon sens, très bonne. Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous avez ressenti, en fait, des pistes de réflexion auprès des personnes que vous avez interrogées
sur la nécessité de mieux répartir en fait notre patrimoine génétique, nos éleveurs sur l'ensemble du territoire national. Et est-ce que c'est vraiment une nécessité pour le coup ? Je vous remercie. Je n'ai pas noté de questions additionnelles. Bien, écoutez, je vais vous proposer, messieurs les rapporteurs, de répondre à ces questions. Qui souhaite commencer? Monsieur Fournier, Monsieur Bollot? Monsieur Bollot, c'est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par répondre à Stéphane Travers sur l'approche européenne de la prophylaxie. Je pense que le sujet de la diplomatie sanitaire qui s'ouvre avec la généralisation du vaccin est l'opportunité de se poser ce genre de questions-là, parce que derrière le monitoring, il va falloir après s'interroger sur toutes ces questions de mise en cohérence à l'échelle européenne. Je poursuis, puis je laisse la parole à mon collègue Charles Fournier. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais répondre? Oui, à Monsieur Vigier, s'agissant de l'accès aux vaccins, le conditionnement des vaccins. Le sujet a été clairement identifié lors du Salon de l'Agriculture. Était présent là-bas la Fédération française des volailles, qui est la fédération qui regroupe toutes les associations qui sont des associations bâties autour d'éleveurs amateurs de volailles anciennes. Il y en a beaucoup en Alsace notamment. Et il est évident que eux, vu leurs effectifs, ils ne peuvent pas aller s'adresser à des doses conditionnées en milliers de doses. Et donc il va falloir, ça fait l'objet d'une de nos recommandations, leur donner accès à ce vaccin-là, sous condition évidemment de la définition de la stratégie qui les ciblerait ou non. Voilà. Ensuite, pour Madame Blin, la vaccination apparaît tardivement dans notre rapport, certes, mais parce qu'il y avait une construction intellectuelle à obtenir avant de l'évoquer, parce que l'évoquer d'emblée sans avoir les raisons de la multiplication du virus, la connaissance du débordement des services et du système de gestion de crise sanitaire, ça aurait été un peu prendre les choses à l'envers. Donc, soucieux de prendre les choses dans le bon sens, elle apparaît au stade où elle doit être dans le rapport. Je voulais aussi répondre à Madame Lepé s'agissant du coût des jardins d'hiver et de la possibilité de répercuter ce prix-là, ce coût-là, sur le prix de vos volailles. On retourne avec ce genre de questionnement sur les questionnements des Galim, celui de la juste rémunération de nos éleveurs, qui sont des entreprises comme les autres, qui ont des coûts d'investissement et qui doivent être en capacité de les répercuter derrière. Voilà, avec là des conditions de marché qui malheureusement ne le permettent pas tout le temps, quoi. Et sur la question de Monsieur Lavergne, pour terminer, avant de passer la parole à mon collègue, sur la génétique et qu'est-ce que nous avons reçu sur le sujet, sur les territoires. Mais écoutez, oui, le ressenti est effectivement partagé de dire qu'on a des ateliers de grands-parentaux, de parentaux et de grands-parentaux, donc là où est la génétique, qui sont qualifiés de coffres-forts génétiques et qui sont malheureusement à proximité d'élevage, où finalement les risques de transmission du virus posent question. Donc ça, c'est effectivement ressenti sur le territoire. Après, comment mettre ça en place? Je crois que là, c'est une question qu'il faut adresser à la filière, à son organisation, et qui est la plus à même de trouver les bonnes réponses. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Alors, je vais essayer d'être complémentaire, de répondre aux questions auxquelles mon collègue n'a pas pu répondre. Sur la question du repeuplement, c'est une de nos préconisations. Il y a une vraie réflexion à mener sur la manière dont on va repeupler les élevages. Voilà, et donc là-dessus, je pense que c'est peut-être un des éléments qui, lors des journées d'études, pourrait être aussi mis au débat pour voir de quelle manière on va organiser ce repeuplement. Était posé la question des accouveurs, de la spécificité, mais je dirais d'ailleurs plus globalement des éleveurs qui dépendent d'un groupement où on a eu des témoignages d'aides qui ne redescendent pas jusqu'à l'éleveur, et ça pose de vraies difficultés. On a alerté le ministre directement sur cet aspect-là, avec des injustices assez fortes et des incompréhensions totales, puisque le groupement lui-même étant en difficulté de trésorerie, fait pas forcément de trésorerie et d'équilibre, fait pas redescendre vers l'éleveur, qui se retrouve lui dans une difficulté là totalement catastrophique. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que les modèles de contrats qui peuvent exister entre les éleveurs et les groupements mériteraient d'être revisités, d'intégrer
les enjeux de ce type de crise et d'être, j'ai envie de dire, beaucoup plus justes dans leur contenu à l'égard des éleveurs qui sont en bout de chaîne, qui sont un peu... il y a une forme d'ubérisation, si je peux me permettre de le dire comme ça, vis-à-vis d'un certain nombre d'éleveurs. Sur la question de la construction dans le temps long, j'ai pas retenu le nom de qui est intervenu, mais oui, ça va dans le sens, c'était vous, de l'approche One Health, c'est de regarder effectivement toutes les dimensions, de croiser les données, les connaissances, et surtout de ne pas rester dans un raisonnement en silo. Quand on parle de grippe aviaire, on ne parle pas que des animaux, on parle des comportements de l'homme. Les sciences humaines, par exemple, sont particulièrement intéressantes à inviter. Nous avons auditionné des sociologues, nous avons auditionné aussi les sciences humaines. Je pense par exemple toutes les pratiques, les comportements, les flux d'humains, de matériel et tout l'impact que ça peut avoir sur la diffusion, ça invite aussi à convoquer les sciences humaines, ou en tout cas une réflexion sur la place de l'homme dans ces systèmes. Donc je ne peux que partager ce que vous évoquez. Sur la question de la claustration et de la dimension disproportionnée, je crois qu'il y a plusieurs sujets derrière ça. Il y a la question de la transparence des règles et de l'adaptation des règles. Je crois que c'est indispensable. Là, aujourd'hui, il y a une incompréhension parce qu'il y a des règles qui ne semblent pas s'appliquer de la même manière. Donc ça me paraît essentiel. Et puis, effectivement, il faut aller plus en profondeur sur est-ce la seule voie. Aujourd'hui, il y a une doctrine qui est très centrée sur le confinement, la claustration. Il nous semble que des élevages en plein air, mais distanciés les uns des autres, avec des pratiques de sécurité hautes, peuvent être aussi des réponses. Et pour l'instant, ça n'a pas été envisagé et ça mérite d'être mis sur la table. Sur la volaille de Bresse, je ne peux que répondre à la minute pub, mais dire qu'il y a évidemment un sujet sur les signes de qualité et sur leur sincérité quand on parle par exemple d'élevage en plein air et que vous achetez des œufs soi-disant élevés en plein air et qu'ils sont confinés une bonne partie de l'année, ça pose quand même des vraies questions, et donc il y a des discussions là-dessus. Il ne nous semble pas qu'il faille revenir sur les référentiels, mais en tout cas faire en sorte qu'on puisse réellement atteindre ces référentiels, parce qu'il y aura un vrai risque de les dénaturer en disant finalement on va enlever un certain nombre d'exigences qui sont posées dedans. Sur la vaccination qui arrive tardivement dans le rapport, alors je ne sais quoi répondre. C'est venu dans l'ordre qui nous paraissait le plus pertinent, mais on en parle directement. Par contre, qu'éventuellement elle arrive tardivement, ça, il y a de vrais sujets. C'est-à-dire qu'il y a des annonces de calendrier. Du point de vue des rapporteurs, il nous semble difficile de tenir le calendrier qui est annoncé. Il y aura de vrais enjeux sur qui va payer. Et ça, là, il n'y a pas de réponse à cet instant. Qui va payer l'ensemble des dimensions? Ce n'est pas le vaccin qui coûte cher, mais c'est tout le monitoring qui va avec. Et vous rajoutez à ça le coût des mesures de biosécurité pour les éleveurs. C'est une incidence extrêmement importante. Sur la décroissance, moi, je pense que la question de modèle de production se pose. Mieux vaut avoir des productions qui peuvent vivre durablement que de maintenir une logique qui serait une logique de concentration et de volume au détriment de la capacité de résilience. Donc oui, la question est posée. Voilà, je ne sais pas si c'est le mot décroissance qu'il faut employer, mais en tout cas, il y a une vraie question qui est posée sur la capacité dans certaines filières de maintenir le même type de production. Et puis, sur l'adaptation de la mise à l'abri, Philippe en a parlé. Sur la question de la transparence, moi, ça me semble essentiel, y compris vis-à-vis des consommateurs. Là-dessus, il y a un trou énorme dans la raquette. Et c'est une question un peu centrale qui est posée. Sur les souches génétiques, on n'avait pas répondu tout à l'heure. Il y a des études à faire sur des souches plus résistantes que d'autres. On a déjà identifié que certaines souches posaient des vrais problèmes de conditions animales, de croissance trop rapide. Je pense à la Ross 018 ou je ne sais plus combien, qui a été identifiée comme une souche qui pose problème. Et donc, y a-t-il des souches plus résistantes au virus? C'est une question qu'il faut évidemment poser. Et enfin, sur la répartition territoriale, on a un vrai sujet. Quand vous avez en Vendée l'essentiel de la sélection et de la reproduction et des élevages juste autour, on met en péril à la fois le patrimoine génétique, la capacité à reproduire et à maintenir des élevages dans d'autres territoires. Donc là, il y a un sujet majeur sur la répartition territoriale. Je ne sais pas comment on opère ça. Ce n'est pas un exercice extrêmement simple de déplacer des outils de production, mais je crois que là, il faut répondre par une planification, une vision dans le temps long d'une organisation des filières dans nos territoires. C'est assez central. En tout cas, le modèle d'aujourd'hui n'est pas résilient
brillant. Quand vous avez la Vendée qui est touchée, c'est toute la France qui est en panne, ou presque. Sur les cantons, le sud-ouest est concerné, par exemple, par la situation dramatique dans le Grand Ouest, qui se pensait à l'abri et qui ne l'est pas du tout. Voilà, je sais pas, on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions. Sur les investissements, si je voulais dire, par exemple, sur les jardins d'hiver, oui, effectivement, s'il faut faire évoluer le modèle, il y aura des enjeux d'investissement. Moi, je pense qu'il faut réfléchir aussi à qui peut intervenir. L'État, je pense aux aides européennes et notamment aux investissements productifs. Et les régions ont un rôle à jouer là-dessus pour accompagner des transformations. Plus on va dans la connaissance du bien-être animal, des conditions d'élevage, plus il faudra adapter. On commence à le faire, mais on sait qu'il y a des bâtiments qui ne l'étaient pas du tout pour des problèmes de luminosité, pour les conditions proposées. Voilà. Et enfin, à l'international, oui, il y a une vraie question. C'est pas seulement l'Europe. Dans la diplomatie sanitaire se posent aussi des discussions avec des pays dits tiers, évidemment. Mais se pose la question du modèle qui peut exister. Je pense en Chine, les fermes sur plusieurs étages de 9000 porcs, la destruction des habitats écologiques et les contacts de plus en plus nombreux entre faune sauvage et élevage posent de vrais problèmes et que ces questions-là, il faut les poser. Elles ne se posent pas ici directement, mais elles se posent à l'échelle internationale et que si on n'y agit pas sur la cause, on continuera à gérer des crises. Bien, je crois que chacun a pu avoir les réponses à ces questions. Je vais vous proposer de soumettre au vote de la commission l'autorisation de publier le rapport d'information. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, nous publions donc le rapport d'information. Je souhaitais encore vous remercier, messieurs les rapporteurs, mesdames les administratrices, pour tout le travail que vous avez réalisé sur ce beau sujet. Prochaine réunion, mardi 11 avril à 9h30, on aura la présentation du rapport d'information sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zone tendue. Ce sera Anaïg Lemeur et Vincent Roland. Et nous aurons le 12 avril à 9h30 l'audition de monsieur Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Merci, chers collègues.